Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. La ruralité est-elle aujourd'hui le synonyme de la France des oubliés? C'est une idée, c'est vrai, qui fait florès, surtout depuis l'absence du président de la République au congrès annuel des maires de France. C'était en novembre dernier. Alors, fallait-il y voir un signe de la part du chef de l'État en direction des territoires? Toujours est-il que l'argument est récupéré, notamment par l'extrême droite qui pilonne la Macronie en nous expliquant qu'il y a la France des villes et la France des campagnes. Alors, faut-il s'arrêter à ce constat, même si effectivement les territoires sont parfois en difficulté? Et de cette ruralité, nous en parlons aujourd'hui avec Christine Romero-Juchet. Bonjour madame, vous êtes maître de conférence en géographie à l'université d'Orléans. Soyez la bienvenue. François Bonneau, président de région, Centre-Val de Loire, bonjour. Bonjour. Vous connaissez particulièrement bien ces territoires qui constituent une large partie de notre paysage. Votre point de vue va nous être précieux aujourd'hui. Vincent Louot, le maire de Sigogné, bonjour. Bonjour. Sigogné, c'est une petite commune d'un peu plus de 430 habitants. C'est en Indre-et-Loire, commune typique de ce que l'on appelle la France rurale. Et puis Hervé Coupeau, bonjour. Vous êtes agriculteur à Nierne, c'est dans l'Indre. On est à l'ouest de Châteauroux. Alors votre vision est intéressante parce que vous êtes également au Conseil économique, social et environnemental régional et ancien membre du Comité économique et social européen. Alors, posons tout d'abord le débat sur un socle politique. Lorsqu'Emmanuel Macron a déserté le congrès annuel des maires en novembre dernier, est-ce que ça a été d'abord, selon vous, une erreur politique et ensuite, est-ce que c'était la concrétisation de ce qu'on peut appeler aujourd'hui et de ce qu'on appelle la fracture des territoires? François Bonneau. Ça a été vécu comme un mauvais signe, à l'évidence. Au-delà de ce symbole, le sujet me semble être le suivant. On a beaucoup d'inquiétudes dans le monde de la ruralité. Beaucoup d'inquiétudes parce que force est de reconnaître que des commerces disparaissent, où il n'y a plus de médecins, que le développement de l'activité économique qui est difficile. Et parallèlement, on a, comme s'il fallait équilibrer cette mondialisation, un attachement de plus en plus fort et exprimé par nos concitoyens à ce que sont leurs racines, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on produit de l'alimentation, les lieux dans lesquels on peut avoir un contact avec la nature qui nous régénère, des lieux qui sont aussi notre histoire. Donc on est à un moment de choix où toujours plus de concentration et ce sera toujours plus de désertification ou un nouveau modèle. On est bien dans ce moment où il faut penser le nouveau modèle. Christine Romero-Juchet, j'avais justement envie de vous demander, est-ce que c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une vraie interaction entre la politique, le geste politique et le territoire et la géographie? Le fait que le chef de l'État ne vienne pas voir les maires de France, est-ce que ça a un impact, ça? Je pense que ça en a eu un politique que le président Bonneau a exprimé. Sur un plan plus, disons, quittant le terrain strictement du politique, je dirais oui, c'est quelque part un signe par rapport à cette ruralité. Ouais. Alors, parce que la ruralité, elle existe. C'est évident. Politiquement, cette idée de fracture entre la France des villes et la France des campagnes est exploitée par notamment l'extrême droite, je le disais tout à l'heure, qui décrit une France rurale qui serait pauvre, délaissée, et bien sûr, elle y trouve un écho puisqu'il y a une part de réalité. Est-ce que vous trouvez qu'on a là une matière électoraliste un peu facile et qu'on exploite artificiellement cette situation? Vincent Louot. Écoutez, l'exploitation, le politique a toujours exploité les difficultés des populations. C'est vrai que c'est un mauvais choix parce que on n'a pas la ruralité d'un côté, l'urbain de l'autre. On a un mélange qui est le périurbain et qui est vraiment l'intervalle où là le périurbain a une place très importante suivant les territoires, une ruralité très ancrée qui est un peu loin de tout et là qui pose des problèmes. Le politique récupère des difficultés. C'est une vieille histoire, ça a été enclenché il y a plusieurs dizaines d'années. Le fait métropolitain aujourd'hui est établi par les chercheurs. Nous on en a conscience.
Les maires en ont conscience. Je pense les maires sont un bon baromètre. Et le centralisme de Paris n'a pas su écouter et trop regarder le baromètre. Hervé Coupeau, vous qui travaillez, qui vivez au quotidien dans ce monde rural, vous le ressentez exactement ça, d'un point de vue politique, d'un point de vue géographique? Vous vous sentez loin de tout ou vous dites non, attendez, c'est quand même pas ce qu'on veut bien nous décrire? Je vais vous donner une chose. La moyenne des revenus des agriculteurs de mon département est de 800 € par mois. Ouais. Donc 800 € par mois. Donc c'est la moyenne que mes agriculteurs touchent sur mon département. Donc aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat, avec la vie qui coûte cher, donc je vous donne pas, on se sent un peu oublié. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien nos agriculteurs qui sont à la peine, qu'on peu de revenus. Certains seront obligés d'arrêter leur profession. Donc ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, qu'a fait l'État pour aider ces agriculteurs au monde rural? Il y a eu justement, c'est vraiment dans l'actualité, il y a à peu près un an, ces fameux états généraux de l'alimentation. On va pouvoir en juger, là, un an plus tard, les résultats. En tout cas, cette France rurale, le chef de l'État y était la semaine dernière, dans notre région d'ailleurs, à Gargilès-Dampierre, dans l'Indre, c'est pas très loin de chez vous ça, accueilli par Vannick Berberian, le maire de Gargilès et président de l'Association des maires ruraux de France. On y retourne. Gargilès, petit village du Berry, 300 âmes, dont 250 absentes en hiver, est devenu le temps d'une journée la capitale du monde rural. Ceux qui étaient là avaient le sourire. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Oh, je pense pas. Qui vous dit que ça change? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans les communes. Plus de postes, plus de boulangers, plus de café. Il n'y a même plus un café à Gargilès. Alors c'est un peu triste, quoi. Et vous pensez que ça peut relancer la vie dans les villages? J'y crois pas, non. Moi, je vois pas grand-chose. En définitive, il se promène aux frais de la société. Il écoute, il n'entend pas. Bref, voilà. Le rendez-vous est placé sous les meilleurs auspices. Le soleil est là, le président de la République fait le tour de ce plus beau village de France et réunion avec les élus pendant 2 heures. Merci, monsieur. On a tout pour être heureux dans nos territoires. On a la qualité de l'air, on n'a pas d'embouteillage. Il y a de l'emploi, quoi qu'on en dise. Donc laissez-nous, il faut qu'ils nous laissent les services publics, dont les maternités, les hôpitaux complets. Après 2 heures de discussion, la même. J'avais pas énormément d'espoir, à vrai dire. Il faut être lucide. Il écoutait, mais après, il l'a toujours dit, il garde le cap. Et là, en l'occurrence, effectivement, il garde exactement le cap. Il n'a pas donné de réponse particulière, mis à part sur le train d'Argenton. Et l'exemple de la gare d'Argenton est un peu emblématique de ce qui pourrait se faire un peu partout. C'est-à-dire qu'on a abandonné les voies dites secondaires, on a limité les arrêts dans les gares et aujourd'hui on a du mal à se déplacer. Donc c'est vraiment un souci. Aujourd'hui, il y avait plus de gendarmes, de CRS et de journalistes que d'habitants à Gargilès. Le président est passé, la forteresse est restée, Gargilès a retrouvé son calme et ici tout le monde se dit que bientôt les touristes seront là et Gargilès revivra. François Bonneau, quand vous entendez cette dame qui dit on a tout pour être heureux ici, mais on sent quand même une pointe de lassitude, de défaitisme après, presque. De défaitisme et parfois de nostalgie, et on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. C'est la raison pour laquelle les collectivités, la région que je préside, font le choix de travailler à un modèle de développement qui soit plus équilibré. Il a été question beaucoup, j'étais à Gargilès la semaine passée, il a été question beaucoup de mobilité, de déplacement. Oui. Il a été question beaucoup de présence médicale, c'est repris dans votre reportage. Ce sont des éléments absolument fondamentaux. Si j'ai exprimé très vite, après le rapport Spinetta, auprès du Premier ministre, auprès de la ministre des Transports, notre refus absolu de la fermeture des lignes du quotidien de nos concitoyens, et donc la nécessité de les remettre à niveau pour qu'elles puissent circuler, c'est pour ça. Si dans cette région, nous avons pour les espaces ruraux et pour Orléans et des grandes villes, décider de faciliter l'implantation de maisons de santé pluridisciplinaires, c'est pour ça. On ne peut pas demander à nos concitoyens de vivre, de s'installer dans ces espaces, d'y rester, s'ils n'ont pas les services qui
correspondent aux choses absolument indispensables. Et en même temps, quand on inverse la tendance, on s'aperçoit, parce que je voudrais juste dire ça, il y a de nouvelles mobilités aujourd'hui. Je pense au très haut débit. Le très haut débit, c'est la possibilité de faire du télétravail à Gargilès, dans une petite commune de l'Indre-et-Loire, etc., etc. Eh bien, si on fait le très haut débit, on peut remettre un certain nombre de services, on peut remettre de la télémédecine, on peut remettre du télétravail, on peut avoir des centrales de mobilité qui pensent les nouvelles mobilités, les mobilités du quotidien, la mobilité partagée. Donc il faut vraiment avoir une vision, vous voyez, c'est pas avec les outils d'hier. Bien une sûr, vision oui. de demain de la ruralité. J'aimerais avoir le point de vue de Mme Romero là-dessus, de la géographe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir abandonne cette ruralité ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que c'est pas du défaitisme, moi, que j'entends dans les discours que j'analyse, c'est de l'anxiété. Parce que le milieu rural fait preuve parce qu'il y a de la distance entre tout en milieu rural. Donc il n'y a pas, comme disent les ruraux, faut bouger quand on habite ici. Sauf que on peut vivre en ville en étant loin de tout, comme on peut vivre à la campagne en se sentant très proche. Et les campagnes de la région centre, à cet égard-là, sont exemplaires. Et j'avais pu montrer que si les différenciations sociales se voient, les clivages sociaux en milieu rural, c'est par les mobilités. Il y a ceux qui vivent en mobilité contrainte et ceux qui vivent des mobilités libres entre leur petite campagne et la métropole. C'est extrêmement intéressant. Je pense que, par exemple, dans l'Indre-et-Loire, vous avez cette problématique. Alors certes, maintenant, juste à côté de chez vous, il y a une autoroute qui passe. Ça vous a désenclavé quasiment. Vous avez vu la différence, notamment pour vous rendre dans la métropole, qui est Tours. Mais ça, il y a ce phénomène de l'enclavement et puis du blocage subi très souvent lorsqu'on n'a pas de moyens de transport. La mobilité dans notre ruralité et dans notre périurbain, c'est la clé. Hein. Monsieur Bonneau le dit bien, et c'est un enjeu qui est monstrueux pour nous parce que on a une problématique de réalité où les habitants ont beaucoup d'exigences, mais quand on met en place les services, parfois les bus sont vides. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à calibrer la façon aussi dont travaillent les gens. Autrefois, c'était très calibré. C'était 9h, 5h. Maintenant, ça part très tôt le matin et ça rentre très tard le soir. Donc, on a une nouvelle façon de travailler. On avait les cités dortoirs, on a les nouveaux villages dortoirs. On a les villages dortoirs, mais vous savez, le périurbain qui fait ce lien entre vraiment la ruralité et la métropole, le cœur de la métropole, le périurbain, il est très, très important, très diffus. On est périurbain presque à Loche. On est par contre vraiment rural quand on descend plus dans le sud du département. On a parlé de transport, on a parlé de démographie, on a parlé un peu d'économie. Vous disiez que réel problème de pouvoir d'achat. En matière d'emploi, est-ce que vous constatez, vous, que la situation est toujours extrêmement tendue, parce qu'il y a quand même des urbains qui souhaiteraient franchir le pas, venir en ruralité et dans les campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui on sait, est-ce qu'on a les moyens de les accueillir ? Oui, on a les moyens de les accueillir. Il y a aujourd'hui en milieu rural des emplois qui sont non pourvus. Donc ça, c'est parce que beaucoup d'ailleurs, beaucoup. C'est pour ça que l'accès à l'éducation est importante. Par exemple, vous prenez l'université d'Orléans. L'université d'Orléans va faire des études supérieures à Châteauroux, à Bourges et d'autres antennes. Est-ce qu'ils sont récompensés d'avoir fait ça ? Non. Donc aujourd'hui, c'est bien la politique qui doit répondre. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'État français qui doit, à un moment donné, récompenser des gens qui permettent aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui sont en milieu rural, qui ont accès à l'éducation supérieure. Si vous enlevez l'éducation supérieure dans les territoires ruraux, ils n'iront pas aux études supérieures. Donc on s'appauvrit. Donc aujourd'hui, l'État, les politiques doivent corriger ces choses-là. Vous avez remarqué ça également dans vos études, ces flux de population, justement pour l'habitation certes, mais aussi pour les études. Et là, on assiste il y a un mouvement d'aspiration qui se crée, un appel d'air. Oui, tout à fait, et avec un discours public qui contribue à entretenir l'anxiété. Et ça se sent. C'est quoi ce discours public qui contribue à... C'est un discours qui peut développer chez certains, notamment les plus contraints, des réactions, je dirais un sentiment presque de schizophrénie.
on éloigne les services publics pour faire des économies. Qui peut parler contre l'idée de faire des économies, de fermer un centre universitaire où je vais, moi, pour 30 étudiants? Bon, qui peut critiquer cela? Mais d'un autre côté, on a chacun nos petites raisons dans la vie. Il faut qu'on s'arrange localement. Même chose avec le discours sur le réchauffement climatique. Qui oserait aujourd'hui dire non, il faut continuer à brûler du pétrole et en même temps, il faut... Très intéressant ce que vous êtes en train de soulever. On va demander au président Bonneau de réagir peut-être. La transition énergétique, comment on la vit? On se sent concerné, j'imagine, également dans les zones rurales. Je crois que vous développez beaucoup de programmes dans ce sens, en pleine ruralité, dans les campagnes. Bien sûr, et je déplore que là où on doit conjuguer l'avenir de la ruralité et le besoin d'énergie pour la mobilité, par exemple, on ne le fasse pas. Quand on sait que dans notre pays, en fonction des éléments de réglementation, etc., il faut 6 ou 7 années pour faire aboutir un projet de méthaniseur qui permet aux agriculteurs de mieux vivre parce qu'ils équilibrent leur exploitation. Et de créer des emplois. Ça crée des emplois qui permet... On a le cas dans le Loiret, à Châteaurenard, je crois. Absolument, avec vraiment un très beau projet qui permet d'avoir de l'énergie renouvelable et donc d'engager des mobilités qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. On met trop de temps. Et puis, il faut bien voir ce que disait notre ami agriculteur est profondément vrai. Les agriculteurs aujourd'hui, dans beaucoup de situations, sont sur des revenus qui sont particulièrement dégradés. Et certains ont perdu avec la disparition des zones défavorisées simples. C'était des aides européennes qui tout d'un coup ont disparu. C'est vrai en Indre-et-Loire, c'est vrai pour une partie du sud de notre région. Je dis ça pour dire que... aujourd'hui, si on veut que la ruralité soit une chance, il faut absolument garder nos exploitations agricoles. Alors, il n'y a pas que des agriculteurs, mais leur présence est fondamentale. Comment l'entretien de l'espace pour ce modèle qui est consommation, production, consommation, pour aussi ce qu'aiment bien nos concitoyens, c'est-à-dire savoir d'où vient l'alimentation. Alors justement, vous qui vivez au quotidien dans ces zones rurales, comme vous, monsieur Louot, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour tenter d'inverser cette dynamique négative aujourd'hui et peut-être faire bénéficier les campagnes et les zones rurales de la dynamique des métropoles? À côté de chez vous, à Tours, comment est-ce que l'on peut faire pour que ça rejaillisse sur votre territoire? Alors là, on a une vraie difficulté, M. Bonneau en parlait, la complexité administrative et la contrainte administrative de lois qui sont très métropolitaines. Aujourd'hui, on a fait des grandes communautés de communes, on a fait des schémas d'aménagement, vous êtes en train de voter le schéma régional, le SRADET, on vote nos SCOT, on vote nos PLU qui doivent être intercommunaux, et là, on s'aperçoit que le fait métropolitain, on empêche tout développement de la ruralité et du périurbain. C'est-à-dire qu'on fait une photographie et on dit votre population n'a pas le droit d'augmenter de plus de 0,2%. Dans mon territoire, on est à 2%. Vous voyez la différence, la dissonance entre la volonté de l'État qui est de dire attendez, le périurbain et l'urbain polluent parce qu'ils travaillent tous en ville. Et c'est vrai, le périurbain, ils vont tous en ville travailler ou dans la périphérie des métropoles ou des grands centres, pôles de centralité. Et comme on a fait le pari depuis 25 ans du tout voiture, parce que c'était ça aussi, c'était la voiture, c'était le fait aussi de ne pas pouvoir acheter d'appartement dans Tours parce que c'était trop cher, donc on allait à 15-20 km parce que les terrains étaient deuxième, moins chers. troisième ceinture. Deuxième, troisième, quatrième ceinture, et à la fin, t'es à 30-40 km de la métropole. On comprend bien ce processus qui est malheureusement extrêmement simple, moins de population, donc moins de commerce, moins de services, ensuite moins d'écoles, toujours moins de population. Vous le vivez aussi, j'imagine, dans l'Inde. Comment est-ce qu'on fait pour casser ce cercle? Déjà, la mobilité, avant tout. Je vous donne un exemple. J'étais au Conseil économique social européen à Bruxelles. Moi, de Châteauroux, dans la journée, je pouvais faire ma réunion à Bruxelles et revenir le soir. Certes, la journée était longue, mais je pouvais le faire. Aujourd'hui, pour faire le même trajet, il me faut 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'arrive la veille, parce que les trains sont souvent en retard. Pour avoir la correspondance à Paris. Et le lendemain, le soir, je ne peux pas rentrer parce que le dernier train est à 19h pour Châteauroux. Donc ça serait notamment et premièrement un cadencement des transports à revoir. Là, on rétablirait les choses. C'est-à-dire, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est le très haut débit. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut attirer des gens dans nos zones rurales, qui ont le pouvoir d'achat. Le faire savoir, communiquer. C'est-à-dire qu'ils viennent avec sa famille. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un autre phénomène, c'est-à-dire des gens peuvent travailler
à l'extérieur et faire venir leur famille. Parce qu'en milieu rural, on a quand même des services qui sont intéressants. Et une qualité de vie. Une qualité de vie. L'alimentation est moins chère. Le dernier rapport sur l'alimentation, vous êtes à Paris, c'est 10-20% plus cher à consommer. Et des produits de qualité, c'est-à-dire quand vous mangez du sartement de Touraine, ça a de la gueule quand même. François Bonneau, on s'est aperçu forcément qu'il y avait un problème entre et dans les territoires. On a créé un ministère pour la cohésion des territoires. Est-ce que c'est un outil intéressant, suffisant aujourd'hui ? Il faut mettre une ambition très forte en la matière. Et il faut qu'il y ait des mots et des images pour porter cette ambition. Quand on a souhaité avoir une politique de la rénovation urbaine, on a créé une agence de la rénovation urbaine, il y a eu des moyens qui ont été accordés, tout n'est pas fait, mais le cap est fixé avec un certain nombre de résultats qui sont intéressants. Je crois qu'on est à un moment où il faut avoir une vraie politique de réinvestissement. Et c'est pas faire la charité aux habitants du monde rural, c'est l'affaire de tous. Il faut une vraie politique très coordonnée. On a parlé des transports, on a parlé des services publics, on a parlé de l'offre de logement. Est-ce qu'on a aujourd'hui, et ça intéresse les architectes, les urbanistes, est-ce qu'on a aujourd'hui des modèles intéressants de réhabilitation de nos cœurs de village pour y mettre les populations ? Vous voyez, il y a la part de nos vies, pendant laquelle les gens vivent seuls. Début de la vie adulte, fin de la vie adulte, etc. Elle est de plus en plus importante. Et le cœur de village, et peut-être s'il y a des services, il peut être tout à fait intéressant, s'il y a le très haut débit, etc. Mais on n'a pas de modèle. Donc on a des maisons du centre qui se vident, des volets qui se ferment, des boutiques, des rideaux qui restent fermés, et puis on a développé du pavillonnaire comme si quelque part on n'avait pas de pensée pour nos cœurs de ville. Il faut réhabiliter ça parce que ce sont des lieux merveilleux, c'est ça qui fait la qualité. Christine Romero, est-ce qu'on a des exemples peut-être à l'étranger où on a su revitaliser, on a su trouver peut-être des solutions pour redonner de la vie dans ces cœurs de village ? Et puis l'autre pendant de ma question, c'est quand on oppose des métropoles par exemple avec les campagnes, est-ce que là on est dans l'erreur ? Pour ce qui est des exemples à l'étranger, je suppose qu'il y en a, comme je pense qu'il y en a en France, la France ayant cette spécificité d'avoir effectivement d'immenses espaces ruraux. 90% du territoire, voilà. La ruralité. Oui, bon an, mal an, oui, on doit y être. Donc les solutions, je dirais, ne peuvent être que locales. Un grand schéma national, un modèle type, je ne sais pas si ça existe. Opposer ruralité métropole, je pense qu'il y a de moins en moins lieu. En ce sens qu'on trouve dans une métropole urbaine comme celle d'Orléans les mêmes caractéristiques d'anxiété ou de mal-vivre que celles que l'on peut observer à la campagne. Et le clivage social passe entre les gens qui ont eu l'impression, qui disent « j'ai le choix » et ceux qui disent « moi je n'ai pas le choix ». Et rendre le choix aux individus sans les coincer entre des injonctions une injonction évidente, mais il faut bien vivre, serait déjà... Et puis autre chose serait peut-être aussi d'encourager la mobilité résidentielle. Parce qu'il y a un grand retournement de la représentation de la mobilité. La mobilité, il y a encore 10 ans, être mobile, c'était être dans le mouvement. Les ruraux disaient, bouger, c'est parfait, ça fait ça, c'est entre la maison et le boulot, c'est génial. Et puis avec les enfants, moment d'intimité, enfin j'en passe. Aujourd'hui, la mobilité, elle est dévalorisée. Ce qui est valorisé, c'est plutôt de dire, moi j'ai tout sous la main. Moi j'habite dans un endroit, même le week-end, j'ai pas bougé. Avant, ne pas bouger, c'était être coincé. Après, c'est compliqué quand on n'a pas les moyens financiers, notamment de bouger, qu'on est coincé, donc pas de travail. Voilà, et là, on n'a pas le choix. Et c'est là que l'anxiété s'installe et la rupture, peut-être que le mouvement social en cours des Gilets jaunes est une expression un petit peu de ce clivage. Hervé Coupeau, vous avez l'impression, vous, qu'il y a une certaine tentative de disqualifier cette France populaire ? Ça, c'est votre collègue Christophe Guilluy qui soutient cette thèse, qui est très contestée d'ailleurs. Vous avez l'impression qu'on veut volontairement disqualifier cette France populaire ? Ça veut dire quoi, populaire, déjà ?
Aujourd'hui, dans le milieu rural, on a quand même des rapports humains, on a quand même des valeurs, des qualités. Donc voilà, je voudrais pas qu'on... On crée de la richesse. On crée de la richesse en zone rurale. Mais je voudrais pas qu'on disqualifie le monde rural. C'est-à-dire, le monde rural, il y a quand même des artisans, il y a quand même des gens qui travaillent. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir le modèle. Vous avez demandé si en Europe il y avait un exemple. Oui, en Europe il y a un exemple. Il y a un maire d'une commune en Espagne qui a dit 0 voiture dans sa ville. C'est révolutionnaire quand même. 0 voiture. Eh ben, il a fait un système de livraison le matin. Donc, les camions, ils livrent le matin les petits commerces et tout ça. Et dans sa ville, il a été obligé de recréer les petits commerces de proximité pour que les gens puissent consommer. Ça veut dire que toutes les voitures qui rentrent dans son village sont stationnées à l'extérieur. Donc, il faut revoir la politique de la ville. Donc, ensuite, les petits commerces, il faut les redynamiser. Ah ouais, pour le coup, il a été radical, lui. Hein. Il a été radical, mais il a été réélu 3 fois. D'accord. Il a été réélu 3 fois. Donc aujourd'hui, par les commerçants locaux. Les enfants, il y avait une école. Je me rappelle, il y avait l'école. L'école était sur le bord de la route. Il y avait des accidents avec les enfants. Là, il y a plus de soucis. C'est-à-dire, les gens peuvent avoir des véhicules, mais leurs véhicules sont en dehors de la ville. Vous qui êtes maire, Vincent Louhault, j'aimerais avoir votre opinion très rapidement. Réduction drastique des emplois aidés, coupe claire dans les dotations collectivités locales, suppression de la taxe d'habitation. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que vous avez l'impression que ça abîmerait quelque part la confiance des territoires ruraux? Écoutez, pour répondre à l'anxiété de nos populations par rapport à un monde qui est en mouvance très rapide, l'arrivée de la fibre dans nos territoires, je pense que les collectivités ont pris leurs responsabilités, la région, les départements ont pris leurs responsabilités, c'est en train de se faire, dans 3-4 ans c'est réglé. Le discours politique devrait-il être un petit peu plus câlin avec la ruralité? Non, le discours politique doit pas être câlin, le discours politique doit être clair. On a fait un ministère. Aujourd'hui, il faut un budget des territoires, parce que c'est pas le tout d'avoir un ministère sans budget avec tout caché dans la globalité, c'est compliqué. Et après, il faut de la clarté et de la simplicité. Aujourd'hui, on est sur un empilement de nos structures. Les habitants, ils perdent leur lisibilité publique, de la puissance publique, de la clarté. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on retient finalement, selon vous, de cette idée de ruralité synonyme de France des oubliés? Vraie info ou alors info en passe d'être erroné ou carrément erroné? Vrai sujet, moment de choix, moment de vérité, où on laisse partir au fil de l'eau et on aura toujours plus de concentration et toujours plus de désertification. Ou on fait le choix, non pas de la charité, mais de considérer qu'il y a un aménagement du territoire équilibré à penser... Avec une possibilité de création de richesse. Avec une possibilité de création de richesse. Mais vous parliez tout à l'heure, il y a des emplois vacants. Je vous donne un exemple. Dans cette région, il nous reste 20 secondes. Plus de 500 emplois dans le machinisme agricole sont offerts qui ne trouvent pas preneur. C'est le souci que vous soulevez. Donc il y a des possibilités, il faut y croire. C'est pas de la charité, c'est un modèle de développement. Cette émission touche à sa fin. Merci infiniment à vous quatre de m'avoir accompagné sur ce sujet de l'avenir de la ruralité. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur le site de France 3 Centre-Val de Loire. La semaine prochaine, je vous emmène au Salon international de l'agriculture avec une question quasiment un an après les états généraux de l'alimentation.